Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, on va célébrer cette année le 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. Et pour Franck Ferrand, c'était l'occasion d'évoquer l'instrument bien français des exécutions capitales. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous avez raison de souligner que la guillotine aura été, depuis le début, attachée, si j'ose dire, oui, à une certaine image de la France, sûrement pas la plus séduisante, disons-le. Chaque époque lui a donné un surnom. La guillotine a été tour à tour le rasoir national, ça c'était au temps de la Révolution, la veuve ou la lucarne au siècle suivant, et puis la bécane, c'est comme ça que l'appelaient les spécialistes dans les derniers temps, et les journalistes aussi. C'est l'histoire pleine de surprises de ce terrible instrument que nous allons donc retracer cet après-midi. Je dois avouer que j'en ai déjà un petit peu des frissons. Oui, rassurez-vous Julia, je vais essayer de ménager les âmes sensibles, autant que faire se peut. Autant que faire se peut, d'accord. Alors je rappelle aux auditeurs que s'ils ont des questions ou des observations à nous envoyer à propos de la guillotine, c'est le moment. Vous pouvez le faire sur europe1.fr et sur la page Facebook des Si c'était ça le bonheur, pas du tout, au cœur de l'histoire. Là, pour l'instant, c'est au cœur de l'histoire, parce que le bonheur, c'est pas vraiment la guillotine. Dépêchons-nous, le coup près va tomber. – 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Que commencer une telle émission par un fou rire, on a connu mieux. C'est vrai. Je vais essayer de retrouver mon sérieux. D'ailleurs, le sujet va très vite m'y ramener. C'est sans aucun doute la machine la plus terrifiante du monde, aux yeux de certaines cultures. Je pense notamment aux anglo-saxons. Faites l'expérience en Angleterre ou aux États-Unis, vous verrez. Elle vient au premier rang des objets d'épouvante. La guillotine, tout le monde le sait, porte le nom du docteur Guillotin. Et du coup, tout le monde, ou presque tout le monde, pense que Guillotin a inventé cette espèce de machine. Eh bien, c'est faux. Et même, c'est doublement faux. D'abord parce que Guillotin n'est absolument pour rien dans l'invention de la guillotine. Nous allons y revenir. Ensuite, parce que la guillotine, emblème sanglant de la Révolution française, existait déjà bien avant cette révolution. Voici ce qu'on trouve en effet dès le XIIIe siècle, je dis bien dès le XIIIe siècle, sous la plume d'un des poètes de la légende de la table ronde. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de notre émission de mercredi dernier, quand je vous parlais du roi Arthur et de ses chevaliers. Je cite une traduction moderne du dit poème, je la cite donc. « Quand l'appareil est fermé, on aperçoit un trou qui ressemble à celui du pilori. Un rasoir d'acier, soutenu par une chaîne d'argent, tombe là-dessus si fortement qu'il tranche tout ce qui trouverait placé, y compris le corps d'un homme. Un cercueil de marbre est apporté, qui attend le corps du condamné. » Voilà donc la guillotine décrite assez précisément tout de même 6 siècles avant sa prétendue invention sous la Révolution. Mais encore plus probante que cette description, nous possédons plusieurs gravures de la Renaissance qui montrent la guillotine en fonction. La plus ancienne, je voulais vous les apporter puis finalement je les ai oubliées. Bon, c'est ainsi. La plus ancienne est l'œuvre de Pence. Elle remonte aux années 1530 et elle est suffisamment précise pour ne laisser aucun doute sur son mode de fonctionnement. Elle est extrêmement proche de la guillotine telle que nous la connaissons. On est donc dans les années 1530. Une autre gravure de Lucas Cranach l'Ancien et une troisième figurant dans l'Ortulus Animae de 1548 sont encore plus explicites. Vous avez une quatrième gravure datée de 1553 et signée Aldegrever, qui était donc un élève de Dürer. Et puis un dessin daté lui de 1555. Tout ça achève de nous prouver qu'au milieu du XVIe siècle, dans les contrées germaniques notamment, une ancêtre de la guillotine était déjà tout à fait en fonction. Et pas seulement du reste, dans les contrées germaniques, l'histoire de Louis XII de Claude de Seyssel nous montre la guillotine, enfin si l'on peut appeler ça comme ça, nous montre ce genre de machine en fonction à Genève au tout début du XVIe siècle. Un voyageur dominicain, Jean-Baptiste Labat, a vu fonctionner en Italie une guillotine avant la lettre au début du XVIIIe siècle. Cet instrument de décapitation était appelé là-bas manaya. Et puis 30 ans plus tard, en Écosse, c'est l'abbé de la Porte qui voit fonctionner un instrument très similaire, la maiden, ce qui veut dire la pucelle.
La Maiden fonctionne donc couramment en Écosse, et ça c'est vraiment une guillotine. Alors bon, le couperet est arrondi, il n'a pas la forme biseautée que nous lui avons donnée, nous autres Français, mais enfin c'est très très proche. Guibert affirme par ailleurs que ce genre d'instrument a été en usage en Angleterre dès le règne d'Élisabeth Ier, et à ce propos, je suis allé voir ce que disait l'Encyclopædia Britannica, eh bien, les Anglais nous confirment qu'au moins 120 condamnés ont été exécutés au tournant du XVIIe siècle par le moyen de la fameuse Maiden, l'ancêtre donc de la guillotine, d'invention et de pratique écossaise. Voilà qui remet un peu les choses en place. Et pour finir cet inventaire, je reviens en France même, à Toulouse, où Puységur nous apprend qu'Henri de Montmorency, vous savez, le conspirateur, un des conspirateurs qui avait tramé contre Richelieu et qui a été exécuté sur la place du Capitole à Toulouse, eh bien, il a été exécuté, ce Montmorency, par le moyen d'une doloire. Et la doloire, on en donne une description très précise chez Puységur, et c'est exactement, croyez-moi, c'est une description de la guillotine. Or, on est là en 1632, c'est-à-dire plus d'un siècle et demi avant la Révolution. Donc, aucun doute possible, la guillotine existait longtemps avant Guillotin. Alors, est-ce qu'au moins Guillotin a perfectionné le mécanisme? Est-ce qu'il a, d'une certaine manière, réinventé la machine? Eh bien, en fait, pas du tout. Alors vous allez me dire, mais pourquoi dans ces conditions avoir donné à la veuve, au rasoir, au bois de justice, pour employer le terme, une sorte d'euphémisme, pourquoi lui avoir donné le nom de Guillotin? Eh bien c'est ce que nous allons voir. J'aimerais d'abord, pour alléger un moment l'atmosphère, revenir sur la vie de notre anti-héros malgré lui, le fameux Joseph Ignace Guillotin, donc, qui était originaire de Saintes, où il est né en 1738. Il était issu d'un bon milieu, vous savez, cette toute petite noblesse de Rome, une grande bourgeoisie locale, devrais-je dire, de Rome. Son père était avocat, sa mère était d'une famille de magistrats. C'est un bon élève. Il achève sa scolarité à Bordeaux en 1761, et le voilà qui monte à Paris, si j'ose dire, pour venir étudier la médecine. Son père ne pourvoit que très chichement à ses besoins, seulement il décroche assez vite une bourse, il devient pupille de la faculté de médecine de Paris et il obtiendra son doctorat de médecine en 1770. Alors pour comprendre le parcours de Guillotin, il faut savoir qu'il est totalement imprégné d'idées maçonniques. Il a été initié à la loge La Parfaite Union d'Angoulême, il devient haut dignitaire du Grand Orient de France, et non pas son fondateur comme on le lit trop souvent. Il est orateur de la Chambre des Provins, vénérable de la loge Concorde Fraternelle. Tout ça est tout à fait dans un certain état d'esprit, et c'est ce qui fait qu'en 1788, il publie cette fameuse brochure très audacieuse qui réclame pour le tiers-État une représentativité proportionnelle à sa place dans la population pour les États généraux de 1789. La brochure est condamnée sur la forme par le Parlement, mais pas sur le fond. Tout cela vaut à Guillotin d'être élu haut la main député de Paris aux États généraux, et par voie de conséquence, à partir de la célèbre séance du jeu de paume, vous savez, en juin 89, eh bien, il siège à l'Assemblée nationale. C'est là que pour la première fois, le 10 octobre 1789, en plein débat sur la procédure criminelle, il monte à la tribune pour réclamer la fin du préjugé d'infamie qui s'étendait jusqu'alors aux familles des condamnés. Et il demande que la peine capitale, ça c'est une grande innovation, il demande qu'elle soit la même pour tout le monde. Vous savez qu'à l'époque, avant, sous l'Ancien Régime, selon votre statut social, vous n'étiez pas, et selon le crime, vous n'étiez pas exécuté de la même façon. Là, tout le monde devrait avoir, dit-il, la tête tranchée. La tête tranchée, c'est le supplice qui, avant la Révolution, était réservé aux personnes nobles. Les autres étaient pendus, roués, écartelés, que sais-je. Les amendements du sieur Guillotin sont ajournés une première fois, mais le 1er décembre suivant, voilà que le sujet revient à l'ordre du jour. Eh bien, c'est ce jour-là que le docteur Guillotin emporte l'adhésion de ses collègues en stigmatisant la barbarie des anciens supplices et en réclamant l'adoption pour la peine capitale d'une pratique plus humaine, une pratique unique, fiable, sans douleur, pense-t-il, un mécanisme qui ne porte pas encore de nom. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Et nous sommes toujours sur Europe 1 au cœur de l'histoire de la guillotine, Franck Ferrand. Et oui, alors c'est donc ce 1er décembre 1789 que Guillotin a ces mots célèbres pour décrire la procédure de mise à mort. « La mécanique, messieurs, tombe comme la foudre », déclare-t-il à la tribune de l'Assemblée. « La tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. » Donc, ne nous y trompons pas, à l'époque, il s'agit bien d'une revendication humanitaire. Le but est qu'on tue rapidement et sans problème, parce qu'il faut dire que autrefois, il y a eu tellement et tellement d'anecdotes sordides avec des bourreaux qui n'arrivaient pas à venir à bout de la vie de leurs suppliciés.
La presse révolutionnaire aussitôt s'empare de l'idée de M. Guillotin. On imagine que le docteur se serait passé évidemment de voir son nom ainsi accolé à la réforme de la peine capitale, mais il est trop tard. Aux yeux de l'opinion, Guillotin va bientôt devenir l'homme de la machine à tuer. Il faudra pourtant de longs mois encore pour que le nouveau code pénal de 1791 proclame, sur proposition de Lepelletier de Saint-Fargeau, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Ça nous fait penser à Fernandel, ça forcément. L'idée de Guillotin a fait son chemin. Problème, l'exécution par décollation, c'est le terme. Cette exécution suppose de disposer non seulement d'un bourreau très adroit, ce qui peut devenir un problème à partir du moment où le nombre de condamnés va augmenter dans des proportions folles, parce que autrefois on ne décollait que les nobles, encore une fois. Mais il faut, en face du bourreau adroit, il faut un condamné très ferme. Ce qui, là encore, se conçoit quand on a affaire à des nobles, très soucieux de leur honneur, etc., mais beaucoup moins quand on parle de bandits ou de condamnés vulgaires, si j'ose dire. D'où la nécessité de mettre au point une machine dont les coups soient imparables et qui ne laisse aucune latitude aux condamnés. C'est très important parce que c'est de cette double nécessité-là qu'au départ est née la guillotine. Alors, le soin de mettre la machine au point, c'est la mission du secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, ça fait partie des mauvais côtés de la profession, le docteur Antoine Louis. Et d'ailleurs, dans les premiers mois, cette machine sera baptisée Louise ou Louison ou Louisette, puisque du nom de son inventeur, en quelque sorte, ou plutôt de l'homme qui l'a perfectionné, car Louis reprend tout simplement les plans de la machine écossaise, connue sous le nom de Maiden. Il la teste sur des moutons. Et l'on dit, vous savez, que c'est Louis XVI lui-même, auquel Louis présentait sa machine, qui aurait eu l'idée de tailler le couperet en biseau. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était vrai, cette histoire, mais en tout cas, c'est ce qui se dit beaucoup, et ce qui s'écrit encore plus. Finalement, c'est le 25 avril 1792 que la Louisette fait ses affreux débuts en place de Grève, sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Donc, la première victime d'une très longue liste sera un condamné de droit commun, Nicolas Pelletier. Nicolas Pelletier avait été condamné pour avoir volé un portefeuille qui contenait des assignats. Après encore une demi-douzaine de condamnés de droit commun, viendra le tour des politiques, dont le premier sera Louis-David Colmot d'Angremont. Des milliers vont suivre, vous savez bien, non seulement à Paris, mais dans toutes les villes de la Nouvelle République. Les fabricants de guillotines à l'époque font de belles affaires. Rappelez-vous par exemple cet extrait du film Danton d'Andrei Vajda. Vu la loi du 23 Ventose, Lacroix, Danton, Hérault, Philippot, Westermann, Desmoulins, Fabre, Chabot, Delaunay, Bazire et leurs complices sont condamnés à mort. Leurs biens seront confisqués au profit de la République en vertu de la loi du 20 Nivose. La sentence sera exécutée dans les 24 heures sur la place de la Révolution à Paris et affichée dans toute la République. Je veux montrer ma tête au peuple. Alors vaut la peine. La mort de Danton, donc sous la caméra d'Andrei Vajda. Vous connaissez cette anecdote rapportée par Chateaubriand à son retour d'exil. Il interroge son portier sur les atrocités qui ont été commises pendant la Révolution et le portier lui répond « Ah, monsieur le vicomte, c'était le bon temps. Chaque jour, on voyait passer des charrettes avec des duchesses, des comtesses, des grandes dames avec la peau fine et le cou bien blanc. Et ces coups, on les leur coupait et on allait les voir couper. Aujourd'hui, plus rien. On a retiré les plaisirs du peuple. » Pour en finir avec notre Ignace Guillotin, laissez-moi vous confirmer que jamais de toute sa vie, il ne souhaita voir fonctionner la machine à laquelle il avait eu le malheur de laisser son nom. J'aimerais aussi tordre le cou, si je puis dire, à une légende qui court sur son compte et qui voudrait qu'il ait été lui-même en danger d'être guillotiné à un moment. Alors, en fait, quand on vérifie, il s'est bien trouvé arrêté en octobre 1795, pour des raisons liées probablement à son appartenance maçonnique, mais à l'époque, la terreur est déjà loin et Guillotin n'a jamais été condamné à mort. Il va rentrer tranquillement chez lui, il est mort dans son lit, bien plus tard, le 26 mars 1814, à l'âge de 76 ans. Et dans son oraison funèbre, un de ses confrères devait déclarer « Malheureusement pour notre confrère, sa notion philanthropique a donné lieu à un instrument auquel le vulgaire a appliqué son nom. Tant il est vrai qu'il est difficile de faire du bien aux hommes sans qu'il en résulte pour soi quelque désagrément. » Alors, pendant la Révolution, une partie du peuple avait pris goût aux exécutions capitales. Pour assister à celles qui avaient lieu place de la Révolution, ce qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde, les endroits, les places réputées les meilleures étaient celles qui se trouvaient en bordure de la terrasse du palais des Tuileries,
enfin au bout du jardin des Tuileries, vous voyez. On a bientôt vu des habitués qui venaient là, qui s'y installaient. Il ne manquait aucune séance. Certaines femmes de la halle venaient tôt avec leur ouvrage. Vous savez qu'on les surnommera les tricoteuses. Et du reste, à proximité, un gargotier avait rebaptisé sa buvette Cabaret de la Guillotine. Et l'on dit qu'au dos de la carte du jour, on pouvait lire le programme des réjouissances. La plus grande foule aura été pour l'exécution du roi lui-même, le lundi 21 janvier 1793. Exécution qui se fit après que les tambours de Sancerre s'étaient tus dans un silence extraordinaire. Silence rendu plus étonnant encore par ces espèces de bruits involontaires, vous savez, qui font ressortir le profond silence des gens eux-mêmes quand on entend que les bruits un peu hasardeux. On le dit assez rarement, mais cette guillotine est devenue quasiment une obsession pour les hommes de la terreur. Fouquier-Tinville, en 1794, en l'an 2 si vous préférez, va aller jusqu'à faire installer une guillotine dans la salle même des audiences pour que les sentences puissent être exécutées plus vite. Et il faudra toute l'autorité du comité de salut public pour le faire renoncer à cette idée quand même passablement morbide. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est de voir ce qu'est devenue la guillotine après la Révolution. À Paris, à partir du consulat, les exécutions publiques retrouvent leur vieux cadre, leur cadre traditionnel, la place de Grève. Et il y a beaucoup de monde. Je vous rappelle l'indignation de Hugo dans le dernier jour d'un condamné, vous savez. « Oh, l'horrible peuple !» avec ses cris de hyène, écrit Victor Hugo. À l'époque, on est donc là sous la monarchie de Juillet, au tout début des années 1830, on continue d'exécuter à 4h30 de l'après-midi et les peines sont criées parce qu'il y a toujours cette notion d'exemplarité, on exécute pour l'exemple. Et puis à partir de 1832, on reporte les exécutions à l'aube et à Paris, les bois de justice sont déplacés vers la barrière Saint-Jacques, c'est-à-dire près de la prison de Bicêtre. Par ailleurs, c'est à cette époque que la charrette est remplacée par le fourgon pénitentiaire. Vous voyez qu'on commence à s'acheminer vers quelque chose de plus familier pour nous. Les premières exécutions, nouvelle manière, si je puis dire, n'ont presque pas eu de public. Et puis, petit à petit, les gens se sont habitués. Et non seulement ils sont revenus en foule, mais ils ont bientôt pris l'habitude de festoyer pendant toute la nuit qui précédait chaque exécution. On distribuait même, alors ça c'est un peu plus tard, on distribuait une sorte de feuille aux personnes qui venaient assister qui s'appelait le journal des raccourcis. Ces exécutions sont entourées d'un climat extrêmement malsain et ça a été ça le cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Nous retraçons cet après-midi sur Europe 1 l'histoire d'un terrible instrument, la guillotine, Franck. La guillotine que l'on montait, que l'on dressait pour les exécutions capitales, assez près des prisons généralement, pas toujours mais presque toujours. Nous allons voir ça dans la deuxième partie de cette émission en compagnie d'Emmanuel Taïeb qui a étudié de très près toutes ces exécutions publiques. On a oublié, ça m'intéresse cette histoire parce qu'en parlant de l'émission d'aujourd'hui avec des amis hier, je me suis rendu compte que parmi les plus jeunes, il y a des gens qui réalisent seulement qu'on pouvait exécuter encore dans les années 1970. Ça leur paraît incroyable. Et d'autre part, quand on leur dit que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'assassinat du président Doumer et à l'exécution de Gorgoulov, on a exécuté les gens en public, en place publique, alors là, ils ouvrent de grands yeux. Donc voilà, il faut bien le dire et le répéter. On va avoir l'occasion d'y revenir plus en détail tout à l'heure. Alors, à partir de 1851, changement de régime oblige, les exécutions ont lieu place de la Roquette afin de rapprocher le lieu de l'endroit où l'on détient les condamnés à mort, donc dans la prison du même nom, la prison de la Roquette. C'est là que fut exécuté notamment le médecin Edmond Couty de la Pommeraye en juin 1864. Exécution assez courue, assez à la mode en quelque sorte et qui fait écrire à Jules Claretti dans sa célèbre chronique du Figaro, je cite, « On y a vu des drôlesses effrontées, venus en toilette criarde, le verbe haut, le geste assuré, riant, plaisantant avec leurs cavaliers, tout joyeux de payer gratis une première à leur maîtresse. » Très nombreuses sont les dénonciations du climat de voyeurisme qui entoure ces exécutions publiques. Et l'on peut dire que, nous verrons ça aussi tout à l'heure, la presse a joué un grand rôle dans la désaffection, en quelque sorte, de l'exécution capitale. En 1870, pour l'exécution du célèbre Tropman, la scène accueille des témoins de choix, dont Tourguenieff lui-même. Alors, la description que donne le grand auteur russe des minutes qui précèdent l'exécution de Tropman me paraissent une des plus belles visions qu'on ait jamais données de la foule. Je cite Tourguenieff.
Dehors, le bruit de la foule devenait plus fort, plus dense et plus contenu. La place renfermait plus de 25 000 personnes. Ce grondement me frappa. Je crus entendre le mugissement de la mer quand les vagues viennent se briser sur la plage. Ce n'était pas un vacarme toujours égal. Il y avait de grands tumultes, des convulsions, au milieu desquelles les notes aiguës des voix féminines et enfantines s'élevaient et retombaient, comme le rejaillissement des vagues en pluie fine sur ce tintement énorme. On se sentait en présence de la formule brutale d'un élément. Tantôt cet élément se calmait et semblait se recueillir, tantôt il s'enflait, se soulevait, s'élançait avec un redoublement de fureur, comme s'il eût voulu tout engloutir, puis, s'apaisant par degrés, se calmait, pour se courroucer encore et se calmer de nouveau, toujours et sans fin. Le condamné est finalement amené, la mise à mort est très rapide, elle contraste avec cette très longue attente de la foule qui d'un seul coup exulte bien sûr, et Tourguenieff de conclure: les chevaux de la guillotine, qui mangeaient en paix leur picotin d'avoine devant la prison, m'ont paru les seuls êtres innocents parmi nous. Force est de l'admettre, la guillotine est devenue, à la fin du XIXe siècle, et ce sera encore plus vrai au début du XXe, une véritable attraction pour certains. Il n'est que de voir, pour s'en convaincre, ces places occupées par la foule au moment des exécutions capitales. Il n'est que de voir aussi le rôle que l'on donne à ces exécutions dans certains programmes de festivités. Je pense notamment à l'agence britannique Cook, qui en 1889 fait figurer une double exécution place de la Roquette au premier rang des distractions offertes aux touristes pour l'exposition universelle. En noir. Alors on a beaucoup raconté que Guillotin, dans sa fameuse adresse du 1er décembre 1789, aurait déclaré que l'effet produit par le couperet était celui d'une sensation de froid, d'une légère brise sur le col. Vous avez entendu ce qu'il en est, je vous ai lu tout à l'heure sa vraie déclaration. Il n'empêche que, malgré la barbarie de l'instrument, sa mise en service a pu être considérée donc à l'époque comme une amélioration, vous l'avez bien compris. Elle intervenait dans un souci d'humanisation de la peine. En tout cas, jusqu'à l'horrible expérience du docteur Bourrieux. Car si l'on en croit un certain nombre de témoins, une expérience a eu lieu en 1905 lors de l'exécution d'une sorte de clochard d'une quarantaine d'années qui s'appelait L'Anguille. L'Anguille avait assassiné un aubergiste près de Pithiviers. Alors à l'époque, les exécutions capitales sont encore publiques, évidemment. Nous allons donc y revenir tout à l'heure. Et ce 29 juin 1905, on a dressé les bois de justice sur le terre-plein du rond-point de Bel-Air, tout près de la prison d'Orléans. L'exécution est conduite par le célèbre Debler. L'Anguille se montre parfaitement maître de lui, même s'il est d'une grande pâleur. On constate du reste cette très grande pâleur chez presque tous les condamnés au moment de leur exécution. Le couperet s'abat à 3h35 du matin. On est au mois de juin, le soleil se lève très tôt. Je n'entrerai pas dans toutes sortes de détails sordides et qui pourraient troubler nos auditeurs les plus sensibles, mais si je mentionne cette exécution en particulier, c'est que le médecin de service ce matin-là, il s'appelait le docteur Bourrieux, donc, avec l'assentiment préalable du procureur de la République, a pu obtenir confirmation que pendant 30 secondes environ après la chute du couperet, le condamné demeurait conscient. Oui, c'est horrible, je sais, je vois votre tête, Julia, et j'imagine celle d'une grande partie de nos auditeurs. Alors je m'en voudrais de vous abandonner sur cette note sinistre entre toutes. Nous allons essayer de revenir un peu plus en détail sur toutes ces questions. Je vous ai dit que après le flash de 14h, nous serions en compagnie d'Emmanuel Taïeb qui a relaté, qui a étudié de très près ces exécutions publiques qui ont eu lieu jusqu'à une époque encore très proche. Et puis nous aurons au téléphone Jean-Michel Bessette. Jean-Michel Bessette, c'est cet homme qui a recueilli les confidences d'un des tout derniers bourreaux de la République, ou pour employer le terme approprié plutôt que bourreau, exécuteur des arrêts criminels. Vous allez voir que ce qu'il a à nous raconter est tout à fait saisissant. – 13h30, 14h30 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Emmanuel Taïeb. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble et auteur du livre « La guillotine au secret, les exécutions publiques en France, 1870-1939 » aux éditions Belin. Exactement, la guillotine au secret qui nous fait revivre l'époque assez effarante et blafarde comme les petits matins d'exécution de ces mises à mort publiques en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Emmanuel Taïeb, merci d'être
être des nôtres. Bonjour. Un de nos auditeurs, Michel, nous dit d'après les mémoires de Samson, la guillotine telle que nous la connaissons aurait été inventée par un mécanicien allemand nommé Schmidt. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus de ce Schmidt ? Oui, il a fallu quand Guillotin et Louis ont conçu ou reconçu, comme vous l'avez rappelé, cette guillotine ou ce mécanisme qu'on connaissait déjà, il a bien fallu en faire les plans et il a bien fallu la monter. Donc on a fait appel au corps des menuisiers. Alors apparemment certains ont refusé de participer à l'édification de cette machine de mort, mais un certain Tobias Schmidt a dessiné les plans de la guillotine pour qu'on puisse la monter. Et donc voilà, un menuisier est aussi à la source de cette machine. Et c'est vrai cette histoire de Louis XVI modifiant la forme du couperet ? Restons prudents comme vous l'avez été, ça vient peut-être de la légende, mais en tout cas voilà, c'était pour dire que Louis XVI avait peut-être préalablement rencontré la guillotine avant de la rencontrer à nouveau plus tardivement. Oui, ce qui n'a donc pas été du tout le cas de Guillotin, je le redis encore. Alors, ces exécutions publiques obéissent. On est au début du XXe siècle, si vous voulez. On est juste après la période où le président Fallières a exercé une sorte de moratoire, puisqu'il graciait tous les condamnés à mort. Pendant 3 ans. Et puis après, donc c'est reparti de plus belle, si je puis dire. Et à cette époque-là, une exécution obéit à toutes sortes de règles. C'est quasiment un cérémonial, en fait. C'est un rituel public, c'est un rituel politique, c'est un rituel de souveraineté, où le pouvoir montre sa puissance. Alors il y a tout un cérémonial, ça dépend à quel moment on le fait commencer, mais un des moments symboliques, c'est le réveil du condamné. Il n'est pas au courant la veille au soir qu'il va être exécuté, on vient le réveiller dans son lit, il y a le directeur de la prison, il y a des avocats et des officiels, on le réveille au petit matin et on va lui faire ce qu'on appelle la toilette, c'est un terme argotique qu'il faut mettre entre guillemets, on va en fait lui couper les cheveux et échancrer le col de sa chemise de manière à ce que la lame ne rencontre aucun obstacle. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas du tout indispensable d'un point de vue physique. C'est pas du tout indispensable, vu le poids de la lame, il n'y avait pas besoin effectivement, mais voilà, c'était une espèce de petit rituel, on va lui proposer d'écrire une dernière lettre à sa famille, il va éventuellement se confesser, il y a un aumônier qui accompagne le condamné, il va pouvoir éventuellement communier, il pourra fumer une dernière cigarette, on lui donne à boire du rhum ou du vin, et ensuite il sort et il y a une espèce de petite procession. C'est accompagné par toute une délégation en fait, bien toute entendu. Une délégation de gens menée par l'aumônier, dont la légende veut qu'il brandisse un crucifix devant le condamné à mort pour l'empêcher de voir la guillotine jusqu'au dernier moment, et donc cette petite procession qui va en se réduisant au fil des années accompagne le condamné jusqu'à la guillotine. C'est Nicolas Roch, je crois, qui avait lancé un certain nombre de mesures, notamment il a fait placer la guillotine de plein pied, parce qu'avant il fallait monter quelques marches. Et puis il s'est arrangé aussi pour qu'une sorte de bandeau de bois dissimule le couperet à la vue du condamné. Alors oui, absolument. Roch a fait ça. En fait, la disparition des quelques marches de l'échafaud, c'est un décret-loi du gouvernement provisoire en 1870 pour éviter justement de trop donner à voir, de ne pas surélever la guillotine. Et puis Roch a effectivement, le bourreau a installé une espèce de bandeau noir pour ne pas qu'on voit la lame. Ça n'a pas été repris par la suite. Ce que vous expliquez aussi, c'est que très vite, les autorités vont tout faire pour limiter la publicité des exécutions publiques. Alors ça, je ne veux pas renvoyer à Michel Foucault et à Surveiller et punir, mais c'est un changement total, un changement radical dans la conception même de l'exécution capitale, puisqu'au contraire, sous l'Ancien Régime et même, disons-le, dans les périodes qui ont suivi la Révolution, on faisait à l'exécution publique la plus large publicité possible. Il fallait qu'elle soit un exemple. Et à partir d'un certain temps, on essaie de la cacher, de la dérober aux yeux du public. Il y a une sorte de contradiction très intéressante sur laquelle moi j'ai travaillé dans mon livre, qui est qu'effectivement l'exécution doit être publique, c'est une obligation légale qui vient probablement depuis l'Antiquité, et en même temps, à un moment, et c'est ce moment sur lequel moi je travaille, elle devient problématique pour les autorités, elle devient problématique pour le pouvoir, on ne veut plus la montrer. Alors il y a tout un tas de raisons, notamment liées au fait qu'il y a des désordres, il y a des scandales populaires, on festoie, comme vous l'avez rappelé, au pied de la guillotine, il y a des exécutions qui sont politisées, notamment les exécutions d'anarchistes, donc chaque exécution peut devenir potentiellement l'occasion d'affrontements avec la police.
et donc l'occasion d'une contestation du pouvoir. Et puis on considère qu'au fond, peut-être qu'on peut se passer de montrer cette exécution. Voilà, un certain nombre d'acteurs vont militer dans ce sens. Alors, juste après la publicité, on va revenir avec vous, bien entendu, sur toutes ces évolutions, mais juste après la publicité, nous aurons en ligne la personne qui a recueilli le témoignage d'un des derniers exécuteurs des arrêts criminels. Donc c'était Fernand Messonnier, et cet homme qui a recueilli son témoignage, c'est Jean-Michel Bessette. Nous le retrouvons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Et jusqu'à 14h30 sur Europe 1, nous retraçons l'histoire de la guillotine. Si vous avez des questions, des observations, europe1.fr et la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire, Franck. Et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Taïeb, auteur donc de La guillotine au secret chez Belin. Et nous avons en ligne monsieur Jean-Michel Bessette, qui a publié chez Imago le témoignage d'un exécuteur des arrêts criminels. Ça s'appelle Parole de bourreau. Le bourreau, entre guillemets, c'était Fernand Messonnier. Bonjour Jean-Michel Bessette. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions et notre curiosité. Vous avez donc, vous, rencontré un des tout derniers exécuteurs en France. Oui, tout à fait. Ce monsieur est mort maintenant, il faut le dire. Oui, il est décédé il y a 2 ans. Et moi, j'ai travaillé, disons, en relation avec lui de façon suivi pendant presque 12 ans, de 1990 à 2002. On s'en rend compte en lisant ce témoignage qui est écrit dans un style d'ailleurs très oral, très vivant. On a l'impression de l'entendre parler, ce Fernand Messonnier. Il a une façon bien à lui de raconter son incroyable destinée. Racontez-nous comment on devient bourreau, en tout cas comment lui il est devenu. Écoutez, il est devenu exécuteur des arrêts criminels, car le terme de bourreau est un terme qu'il récusait. Tout simplement parce qu'il était tombé dedans quand il était petit, si j'ose dire, puisque son père était lui-même dans l'équipe des exécuteurs en Algérie, à l'époque, dans les années 40. Il faut savoir que le parrain de Fernand Messonnier était Henri Roch, qui était donc de la fameuse lignée des Roch, exécuteur depuis François Ier. Exactement, oui, dont nous avons dit un mot tout à l'heure. Oui. Donc, j'oserais dire que tout naturellement, il est venu, prêter la main aux exécutions très jeune. Il est extrêmement jeune, il a 16 ans au tout début. Hein. Oui, là, il prête pas la main la première fois. Non, certes, il assiste. Mais voilà, il assiste, et puis après ça, progressivement, il rentre dans l'équipe dans la mesure où l'exécuteur en chef, qui a été assez rapidement son père, à partir du début des années 50, a tout loisir de faire entrer qui il veut. Alors, l'exécution en tant que telle est toujours extrêmement rapide. En tout cas, c'est ce à quoi doit tendre une bonne équipe. Mais il y a une période qui précède l'exécution elle-même, une période d'attente extrêmement pénible et à laquelle Fernand Messonnier ne s'est jamais vraiment fait lui-même. Écoutez, c'est assez compliqué, parce que, en fait, il me dit que dans l'action, au moment de l'action, il avait comme une sorte de dédoublement, et on retrouve ça dans les unités qui s'occupent de médecine de catastrophe ou de choses comme ça, où il y a comme une sorte de rupture qui se fait pour pouvoir et on se concentre sur des gestes techniques pour supporter des situations insupportables. Est-ce que on peut dire que pour les personnes qui exerçaient ce terrible métier, c'était une contrainte, une pression psychologique énorme en vérité? Écoutez, je ne crois pas en réalité. Comme il le dit lui-même, au début, bien sûr, c'était tout à fait saisissant et bouleversant, puis progressivement, on s'accoutume d'une certaine façon, et l'équipe qui opérait en Algérie durant les années 50 a fonctionné comme Dieu sait qu'il y avait, il y avait des occasions. Être un bon exécuteur, écrit sous votre plume Fernand Messonnier, c'est être rapide, précis, parler humainement. Mon père, il disait aux condamnés, attention à la marche. À Alger, il y avait 2 marches à descendre. En fait, c'était pour qu'il ne voit pas la guillotine. Alors au lieu qu'il voit la guillotine, qu'il ait l'effroi, parce que quand même, ça fout un coup. Je me rappelle, mon père lui disait « Attention, regarde, t'as une marche ». C'était pour qu'il regarde le sol, pour qu'il ne la voie pas. La guillotine était à 3 mètres, l'exécuteur, c'est pas un tortionnaire, c'est pas son rôle. Il y a la mort, on respecte, on ne s'amuse pas à torturer un corps. Le laisser pendant un quart d'heure sur la bascule. Une fois un condamné est resté quelques secondes, mon père était en colère de l'avoir trop attendu. Oui, il est resté comme ça sur la bascule, ça a duré quelques secondes. C'est pas possible ça. Il doit basculer 2 secondes et hop, c'est fini. Que les choses soient rapides et propres, en quelque sorte.
Jean-Michel Bessette. Oui, tout à fait. Oui. Vous reprenez les termes. Oui, bien sûr, je lis là un extrait de ce témoignage. Bon, moi, ce que j'ai fait dans le travail d'écriture, c'était justement presque de renforcer ces tics de langage pour que ce soit absolument lui qui parle. On est extrêmement proche de lui, vous y êtes parfaitement arrivé. Quel type d'homme était Fernand Meissonnier, vous qui l'avez si longuement et si intimement fréquenté? Eh bien, écoutez, j'oserais dire qu'en dehors de cet aspect particulier des fonctions d'exécuteur qu'il a assumé un certain temps, c'était un homme ordinaire, un monsieur tout le monde. Moi, quand je l'ai connu, il était grand-père, il avait une femme, une fille, quelqu'un de vraiment comme tout le monde. Merci infiniment Jean-Michel Bessette. C'est donc vous qui avez recueilli et présenté ce témoignage unique d'un exécuteur des arrêts criminels. Ça s'appelle Paroles de bourreau et c'est exécuté, c'est édité chez Imago. C'est-à-dire qu'il allait assister au procès pour voir si le condamné, ou si le prévenu allait être condamné et si ça allait devenir ce qu'on appelle son patient, donc un futur supplicié. Ça s'appelle pousser loin quand même la conscience professionnelle. Là. Il était très très sérieux et puis il avait du temps libre entre les exécutions parce qu'il n'avait pas d'autre métier que exécuteur. Donc il était de ce point de vue-là très sérieux et puis donc il a tenu des carnets d'exécution, des carnets de procès, des carnets d'exécution. Au début des carnets très lapidaires, quelques notations sur la météo, sur l'heure d'exécution et puis avec l'âge venant, Desblair a commencé à se livrer un petit peu plus. C'était quelqu'un de très réservé. Il se parlait à lui-même, évidemment, dans ses carnets, qui sont un petit peu comme des carnets intimes. Et il a commencé un petit peu à raconter les derniers mots du condamné, les derniers moments du condamné, pas trop son ressenti à lui, mais plutôt ce qui se passait au moment de l'exécution. C'est un témoignage de première main très intéressant d'un point de vue historique. Est-ce que les exécuteurs eux-mêmes avaient leur mot à dire auprès des autorités judiciaires? Est-ce que leur avis et leur expérience ont joué un rôle dans l'évolution de l'exécution publique d'abord et d'une façon plus générale capitale en France? Ils avaient un mot à dire au sens où ils étaient pratiquement co-organisateurs de l'exécution. Et à partir du moment où ils allaient récupérer le condamné dans la prison et qu'il y avait une levée d'écrou, le bourreau en était responsable et devait l'amener jusqu'à sa mort, quels que soient les moyens employés. Donc les bourreaux ont fait valoir, par exemple, des horaires d'exécution, ne pas exécuter en plein jour, ramener ça au milieu de la nuit. Il y a eu des négociations sur le lieu où on pouvait exécuter. Il y avait des négociations sur le sol, le sol. Le type de sol, oui. Le type de sol par terre, c'est-à-dire qu'il fallait quelque chose de relativement plane, de manière à ce que la guillotine ne soit pas branlante. Pas de pavé, oui. Voilà. Donc ça a effectivement joué un rôle, je pense. Merci beaucoup Emmanuel Taïeb. On revient avec vous maintenant sur toutes les pressions qui se sont exercées contre le caractère public des exécutions capitales en France. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire. Eh oui, vous voyez que finalement cette guillotine et ces exécutions capitales auront été un véritable moteur pour beaucoup d'imagination et beaucoup d'œuvres plus ou moins relevées du reste. Alors, puisque je suis sur cette question des registres, Emmanuel Taïeb, quel était le public qui venait au petit matin assister devant les portes des prisons, généralement, en tout cas, vous montrez que c'est dans deux fois sur 3 à peu près, qui venait assister à ces exécutions publiques? J'ai presque envie de dire tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des classes populaires qui viennent, des ouvriers, que d'ailleurs dont la presse va condamner la présence. Il y a ce qu'on appelle des apaches, c'est les voyous de l'époque. Il y a des escarpes. Il y a donc des prolétaires qui viennent, mais il y a aussi des bourgeois. Il y a aussi des demi-mondains qui viennent là pour finir la soirée, parce que c'est le terme de la soirée, c'est le spectacle. Comme vous dites finir la soirée, c'est un peu les afters d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne se couche pas du tout de la nuit, on joue aux cartes, on boit, etc. Et puis le moment venu, on vient assister
profiter. On attend, on campe, les classes populaires viennent avec des paniers, on pique-nique, on emmène les femmes, on emmène les enfants pour leur montrer ce qu'il advient des mauvais garçons, et on attend parce que c'est un peu le paroxysme, c'est le clou du spectacle. Alors évidemment, là aussi l'affrontement entre les classes sociales se joue, c'est-à-dire que les privilégiés vont être placés dans un carré le plus proche de la guillotine, les invités, ils ont des laissez-passer, ils ont fait une demande officielle, donc ils vont pouvoir être au plus près de la guillotine, tandis que la foule plus populaire est maintenue au loin et très probablement ne verra rien. Est-ce qu'il y a, comme pour certains spectacles, est-ce qu'il y a une sorte de barème? Est-ce que certaines exécutions ont eu plus de succès que d'autres? Il y a certaines exécutions quand le condamné, quand le criminel était assez connu, on voulait le voir on pense mourir. toujours à Landru, évidemment. Landru a eu beaucoup de succès, Troppmann a eu beaucoup de succès en 1970, voilà, l'assassin du président Carnot, Caserio, et donc il y avait non seulement un barème des exécutés, mais il y avait aussi un barème des locations de fenêtres et des locations de barreaux, jusque même parfois la location du barreau d'échelle. Donc il y avait tout un tarif, et grâce à ces tarifs, on peut voir ce qu'il y avait du succès ou pas. Tout ça n'avait pas changé depuis Damiens et 1757. C'est quelque chose qui, c'est la continuité. Voilà, toute une espèce de curiosité comme ça. Oui, il y a une. Alors, et c'est ce qui est très intéressant dans votre étude, dont on se rend compte qu'elle évolue avec le temps. Et ce qui évolue surtout, c'est le regard de l'opinion publique et de son principal agent, à savoir la presse. Ça, c'est très intéressant. Alors, à l'époque, il n'y avait effectivement pas de sondage sous la forme que nous connaissons. Il y a parfois des journaux qui organisaient des mini-référendums, mais il va y avoir une contestation très forte de la guillotine, en tout cas de la peine de mort dans sa version publique, dans sa version visible, qui va être menée effectivement par la presse, de manière assez consensuelle, c'est pas quelque chose qui renvoie à la droite ou à la gauche, et donc contestation des exécutions publiques, probablement liée à une évolution des sensibilités, c'est-à-dire qu'on ne veut plus voir le sang couler en ville, probablement liée aussi au fait que la presse voudrait être la seule dépositaire de la publicité, et donc plutôt que de montrer l'exécution à tout le monde, pourquoi ne pas plutôt la faire à huis clos et laisser à la presse le soin de rendre compte des exécutions. Après tout, c'est son métier, il ne faut pas oublier que la presse est en train d'exploser à cette époque-là, c'est l'invention des journaux. Et comment, bien sûr. Alors, vous parliez de l'exécution par Caserio du président Carnot. Il y a eu une autre exécution d'un président, une autre assassinat, du d'un président de la République. C'est le président Paul Doumer qui a été donc assassiné à l'hôtel Salomon de Rothschild, là tout près d'ici. Et là, son assassin était Gorgoulov. C'est la dernière des exécutions? C'est pas exactement la dernière. Ça fait partie des plus contestées. Celle-ci a lieu en 1932, mais la dernière des dernières, si j'ose dire, est celle d'Eugène Weidmann devant la prison de Versailles. Une exécution qui a pas très bien tourné. Elle s'est bien déroulée au sens de l'exécuteur, si j'ose dire. Il n'y a pas eu d'incident, mais elle s'est déroulée en plein jour et elle a été abondamment filmée et photographiée à l'époque. On trouve encore des photographies sur Internet et évidemment là, ça a posé un problème parce que l'exécution était trop visible. Alors nous entendons un extrait du film La Veuve de Saint-Pierre, assez explicite sur le sujet. Il ne manifesta aucun geste de révolte. Sans doute jugeait-il lui-même son crime impardonnable et sa peine justifiée. La veuve était hors d'usage et Nil Auguste fut achevé à la hache. Voilà, quand je dis explicite, c'est vous aimez bien ce genre de bruitage, vous, Julia, je sens. Film de Patrice Lecomte. Notre ami Patrice Lecomte, qu'on salue évidemment chaleureusement. L'histoire de l'abolition de la peine de mort, c'est un livre de Jean-Yves Lenaour qui est publié chez Perrin. J'ai également sous les yeux L'exécution, le fameux roman de Robert Badinter. On va célébrer cette année le 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, même si on se rend compte en regardant un peu le débat politique que le débat, même s'il a fait un peu long feu, continue d'être plus ou moins d'actualité, qu'il a tendance même parfois à revenir sur le devant de la scène. Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel Taïeb, qu'il y a eu une sorte d'abolition avant l'abolition? C'est, dans un premier temps, la suppression du caractère public des exécutions capitales. C'est un bon compromis, c'est-à-dire que ça arrange à la fois ce qu'on appelle les abolitionnistes, parce que ça évite qu'on puisse assister au spectacle de la peine de mort, donc ça met hors du regard ce spectacle épouvantable, et ça arrange ceux qu'on appelle les rétentionnistes, c'est-à-dire les anti-abolitionnistes, ceux qui sont pour le maintien de la peine de mort, parce qu'ils se disent au fond, si l'une des conditions pour maintenir la peine de mort, c'est de faire rentrer la guillotine dans la cour des prisons, alors acceptons que la guillotine rentre dans la cour des prisons. La guillotine en France va rentrer derrière les hauts murs des pénitenciers de 1939 jusqu'à son abolition en 1981. Donc solution de compromis qui a tenu une quarantaine d'années jusqu'à la véritable abolition définitive. Alors notamment pour les plus jeunes qui nous écoutent, la dernière exécution, alors cette fois non plus publique, mais la dernière
dernière exécution capitale en France, elle a lieu 1978, c'est ça, à Midad-Jandoubi. Oui, c'est donc très tardif. Et je voudrais préciser aussi pour les auditeurs que vous avez rappelé l'invention de la guillotine. C'est le mode d'exécution qu'on a continué d'utiliser de 1789 jusqu'à 1981 pour les exécutions de droit commun. Sinon, c'est par fusillade pour les militaires. Donc on a gardé, la guillotine a été de ce point de vue-là une invention pratique et longue. Est-ce qu'on peut parler, puisque c'est elle qui a été presque présente au cœur de ce studio pendant toute cette heure, est-ce qu'on peut parler d'un mythe de la guillotine? Est-ce qu'elle est un symbole, en tout cas, de la République, en l'occurrence? Elle est un symbole de la République, elle est même un symbole de la France. Le terme est employé et connu dans les pays anglo-saxons. Ça renvoie effectivement à cette machine-là. Elle a développé tout un imaginaire, elle a développé tout un tas de représentations. Elle fait très très peur, notamment parce que c'est un châtiment sanglant et qui coupe les gens en deux. On prend un homme vivant et on le coupe en deux, disait Robert Badinter. Donc de ce point de vue-là, elle a beaucoup marqué les esprits encore aujourd'hui. Et elle a beaucoup marqué, ça vous le montrez aussi très bien, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais elle a marqué les esprits des décideurs politiques, puisque au-delà même des exécuteurs matériels, il y avait bien entendu les personnes qui acceptaient ou refusaient le droit de grâce, et d'une façon plus générale tous les organisateurs de la peine, et qui vivent de plus en plus mal cette peine de mort à mesure qu'on avance dans le temps. Ça, vous l'avez oui, les jurys qui condamnent aussi évitent de trop condamner à la peine de mort, regrettent parfois, on a des demandes de grâce adressées par les jurys, et puis ça a monté jusqu'à la présidence de la République avec l'obtention ou non d'un droit de grâce. Emmanuel Taïeb, la guillotine au secret, les exécutions publiques en France 1870-1939, c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup de nous avoir si clairement parlé d'un sujet difficile. Fernand Messonnier, Parole de bourreau, témoignage unique d'un exécuteur des arrêts criminels. Ce sont donc des propos recueillis, présentés par Jean-Michel Bessette qui était avec nous au téléphone. C'est publié par Imago et puis parmi de nombreux ouvrages, le petit roman, mais quand je dis petit par la taille immense, par l'importance, l'exécution de Robert Badinter, et puis préfacé par Robert Badinter de Jean-Yves Le Naour, l'histoire de l'abolition de la peine de mort, 200 ans de combat, c'est chez Perrin. Je ne cite là que ces 4 ou 5 ouvrages, il y en a une quantité évidemment, cet anniversaire, ce 30e anniversaire de l'abolition donne lieu à énormément de publications. J'ai trouvé plus intéressant, en ce qui me concerne, de parler de la guillotine elle-même et des exécutions que de l'abolition dont on parle tant et tant en ce moment. J'espère que ce choix ne vous aura pas trop heurté, que votre sensibilité s'en remettra. Vous verrez, demain, nous aurons un sujet beaucoup plus tranquille. Et d'ailleurs, pour vous apaiser tout de suite, nous avons, et si c'était ça le bonheur, c'est le moment de le dire, avec Faustine Bollard. Nous sommes en compagnie de Faustine Bollard. Bonjour Faustine. Bonjour Franck, bonjour à tous. Après un week-end ensoleillé, on va enfiler nos bottes et retourner dans le jardin pour réaliser aujourd'hui le potager de nos rêves avec notre spécialiste qui va être à votre disposition pendant 1 heure pour répondre à tous vos conseils, enfin à toutes vos questions et vous donner ses conseils. C'est lundi. Question jardinage. Alors venez nous dire pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure du potager, quelles sont les économies que vous réalisez, comment vous est venue cette passion, quelles sont les questions que vous posez là juste après notre premier week-end estival. On vous attend au 39 21 faustine.europe1.fr. On va essayer de faire de prolonger le soleil, faire prolonger le beau temps aujourd'hui. Je suis pas tellement français, mais enfin en même temps, on a compris l'idée. Je pense qu'on a compris l'idée. Ouais. Ça va être dur. J'en ai fait hier du jardinage, alors ça, je vais écouter moi aussi. avec intérêt. Ah bah restez. En fait, on était ensemble. Merci. Ah d'accord. Eh bien demain, Franck. Demain.